Voilà, moi je suis Khamsi Mahdi, je suis coordinateur des relations internationales de BusinessMate et nous avons le plaisir d'implémenter cette action, disons, au Maroc. Malheureusement, on a voulu organiser l'événement en présentiel, mais malheureusement, vu que c'était une période vraiment difficile en termes d'autres engagements, surtout pour les examens, pour les universités et tout ça, malheureusement, les conditions n'ont pas pu être là pour faire l'événement, mais on le fait, voilà, une première étape en ligne et j'espère qu'après, des prochaines étapes vont se concrétiser où on sera au Maroc. Donc voilà, je passe la parole à M. Abdallah, qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation, dans ce webinaire. Et voilà, M. Abdallah, vous avez la parole. Bon, je propose qu'on fasse d'abord la présentation. Donc, moi, je suis Abdelaziz Din, enseignant-chercheur à l'Université Chouaib du Collège Jadida et responsable du point contact national Cluster 6 du programme Horizon Europe. Donc, c'est avec un grand plaisir que je réponds à ta demande, Sunadi, pour l'organisation de cet événement. Donc, en fait, ça rentre parfaitement dans nos missions en tant que PCNT et en coordination, bien sûr, avec le PCN national, le coordonnateur du PCN national, Dr Abdelwahid Zafi, et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Donc, je pense qu'on lui donne la parole pour nous présenter en général l'organisation du PCNT au Maroc et le rôle du ministère et un peu sur peut-être une vue globale du ministère sur ce programme. C'est Abdelwahid, à vous la parole. Oui, juste, M. Abdelwahid, je suis désolé, juste pour expliquer aux participants que aujourd'hui, c'est un événement national de mobilisation et où on va essayer de vous expliquer ou vous donner une information sur la mission de Horizon Europe sur le sol et aussi sur la surveillance et résilience des sols, la loi sur la surveillance des sols de l'Union européenne, les laboratoires vivants et phares sur la santé des sols. Et c'est l'objectif, disons, de cette réunion, c'est de vous expliquer le concept et aussi de vous inciter à participer dans l'appel à projet sur les Living Lab 2024. Donc, c'est des fonds qui vont être donnés aux chercheurs, aux business, aux différents parties prenantes pour participer dans l'école, pour avoir des financements, pour implémenter ce concept de Living Lab. Et bien évidemment, vous aurez l'occasion durant tout l'événement de s'engager et de demander des questions. Et pour ça, nous avons M. Abdelwahed pour, disons, donner le cadre d'ici pour la participation du Maroc dans le cadre Horizon, comme dit par M. Abdallah, mais aussi nous avons la participation de la CGEM, M. Tafir Chaladi, qui va aussi nous donner une idée sur l'importance, disons, de l'implication du secteur privé dans cet événement. Juste avant de leur donner la parole comme propos d'introduction, je voulais vous dire que nous partagerons avec vous la liste des participants avec les noms et tout ça, comme ça, à des fins de réseautage ultérieurement. Aussi, nous allons prendre juste des captures d'écran de l'événement. Donc, voilà, si vous souhaitez que nous supprimions une photo ou un truc qui vous déplaise vraiment, vous pouvez nous contacter à travers cet email pour nous signaler. Et bien évidemment, si vous avez donné votre consentement, nous allons faire, disons, vous allez recevoir toutes les opportunités qui peuvent vous intéresser dans ce cadre-là. Et bien évidemment, nous allons enregistrer ce webinaire pour rester en ligne et pour que vraiment vous pouvez le consulter à chaque moment. Donc voilà, avant de commencer, voilà, je passe la parole à Monsieur Abdelwahid Zarfi que nous remercions pour sa contribution aujourd'hui. Merci beaucoup, mon cher ami Mehdi. Je tiens tout d'abord à vous remercier très chaleureusement d'avoir impliqué le Maroc dans cet événement. Je remercie également le professeur Zindine Abdallah, le PCNT Cluster 6. Sincèrement, je suis très heureux de
de travailler avec nos amis tunisiens, sincèrement. J'ai beaucoup de contacts avec le PCNT tunisien, également avec mon cher ami Ahmed, c'est Ahmed de leur Access. Sincèrement, nous avons beaucoup de contacts, nous avons beaucoup d'actions de coopération. Et ça tombe bien pour la région, surtout la région du nord de l'Afrique. On sait très bien que la Tunisie, elle a le statut de pays associé. Donc, c'est une très bonne chose pour nous de s'inspirer surtout des programmes qui ont été mis à la disposition de nos amis tunisiens et de vraiment de s'impliquer dans ces programmes, notamment Access et d'autres programmes financés par la partie européenne au profit de la Tunisie en tant que pays associé. Alors, le Maroc, vraiment, elle dispose aujourd'hui du point de contact national qui est au ministère. Moi-même, je suis le coordonnateur avec le professeur Hamid Bouhabid. Nous avons également 9 points de contact nationaux thématiques dans les différentes disciplines de l'horizon Europe. On travaille beaucoup avec les universités, avec les centres de recherche et également avec les entreprises privées. Notre principale mission, c'est d'impliquer les acteurs de la recherche scientifique au niveau national pour qu'ils participent activement dans les appels à projets de l'Horizon Europe. Vraiment, c'est une opportunité pour avoir le financement, certes, mais également d'avoir ce réseautage avec les équipes de recherche européennes. C'est une entrée pour participer à d'autres appels à projets, normalement, COST, comme les autres appels à projets, Erasmus également pour la mobilité. Et c'est une opportunité également pour nous de travailler en concertation avec les PCNT de la rive sud de la Méditerranée. Et donc, c'est vraiment, je salue cette initiative et vraiment, on aurait dû l'organiser comme vous l'avez mentionné en présentiel, mais puisque cette période, c'est une période des examens au Maroc, donc certainement, on va organiser d'autres événements prochainement, soit au Maroc, soit en Tunisie. Et c'est une très bonne chose pour nous de partager avec nous ce que vous faites avec la partie européenne. C'est très bien que vous avez beaucoup d'actions, vous avez beaucoup de projets bilatéraux avec l'Europe. Et donc, c'est une étape pour nous, premièrement, de bénéficier de ces programmes, également de renforcer la coopération avec la partie européenne. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la phase de négocier le statut de pays associé. Malheureusement, on n'a pas encore signé. Mais nous sommes dans la phase de signer la reconduction du programme Prima. Et je pense que ce programme Prima pour la période 2025-2027, ça serait une étape importante pour le Maroc de pouvoir signer le statut de pays associé qui va permettre aux équipes de recherche marocaines, comme vous le savez, de participer à tous les appels, de coordonner les propositions et également, c'est la nouveauté de ce programme, c'est également de proposer à la partie européenne d'avoir le financement direct sur des projets prioritaires au niveau national. Donc voilà, grosso modo, nous sommes très heureux de participer à cette initiative. Bien sûr, nous avons envoyé les emails à nos chercheurs dans les universités et les centres de recherche pour participer à cet événement. Voilà, donc j'aimerais bien, donc je souhaite plein succès à cette formation et on va rester en contact avec vous également, avec nos amis tunisiens pour les autres projets, de pouvoir impliquer le maximum de chercheurs également, de participer ensemble dans le réseautage et dans les appels à projets qui seront lancés prochainement, surtout le prochain programme, il sera publié bientôt. Et donc, ça serait très important pour nous de pouvoir travailler ensemble afin d'impliquer le maximum de chercheurs marocains et tunisiens dans les prochains appels à projets de l'Horizon Europe. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Abdelwahed, pour vos paroles, disons, qui vraiment mettent le cadre de notre action. Et comme vous avez cité, vraiment, la coopération, en tout cas, le Maroc est un pays primordial dans la région. Et vraiment, la coopération entre nos deux pays reste importante. Mais vraiment, aujourd'hui, l'objectif, nous, on voulait vraiment travailler avec le ministère parce que vraiment, on considère cet événement. Nous, on vient juste, nous avons 10 ans nous allons présenter l'opportunité aux acteurs marocains
que nous voulons, ils veulent une partie prenante vraiment. Et je pense que grâce à vos efforts et vraiment la contribution de Monsieur Abdallah aussi, vraiment, nous allons pouvoir, disons, même euh, euh, communiquer, promouvoir, disons, le concept de Living Lab, que je pense aussi au Maroc, il y a déjà une base et il y a déjà des acteurs qui commencent à travailler là-dessus, mais aussi pour vraiment promouvoir les appels qui peuvent les intéresser et pourquoi pas participer, bien évidemment. Donc là, après, nous allons vraiment aller au détail par rapport à la mission et par rapport au col. Mais maintenant, je vais passer la parole à M. Tafir Chaladi de la CGM, la Confédération générale des entreprises marocaines, qui est aussi un acteur primordial dans ce genre d'initiative. Et vraiment, la connexion entre les secteurs privés et la recherche, nous pensons que vraiment c'est une action en disant c'est une nécessité pour pousser nos pays, pour avancer. Donc, Monsieur Tafir, vous avez la parole. Merci Oui. aussi pour votre participation. Merci Slimadi. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis ravi de participer à ce premier webinaire sur cette thématique très importante. Je représente donc la CGM, la Commission Capital Humain. Nous avons bien sûr l'habitude de travailler avec beaucoup d'universités et c'est un plaisir pour moi de participer à cet événement et puis essayer de mobiliser un certain nombre des membres de la CGM sur ces thématiques pour les prochains événements qui seront organisés. Donc, notamment nos amis de la FENAGRI et d'autres qui peuvent être concernés par ce projet de Living Lab et de Lighthouse, qui sont vraiment des notions très importantes et pour lesquelles on a besoin de sensibiliser les entreprises à ces projets qui peuvent être très importants pour ces entreprises, pour développer justement leurs projets et ainsi de suite. Et je suis donc particulièrement ravi de participer à cet événement. Donc, je remercie tout le monde. Merci, Monsieur Tafir, pour vos paroles. Et bien évidemment, on compte sur votre engagement aussi par rapport aux entreprises et aussi l'importance. Il faut vraiment promouvoir que ces concepts-là, même s'ils sont plutôt prisés par les chercheurs, mais aussi c'est une opportunité pour les entreprises et essentiellement pour la partie, disons, recherche et développement, ça leur donne une capacité vraiment d'innover et de promouvoir, disons, leurs travaux et aussi de scaler ces actions sur une grande échelle. Donc voilà, on va passer maintenant aux présentations et au vif du sujet. Et pour ça, je vais donner la parole à Monsieur Abdallah et aussi Monsieur Abdelwahid qui vont nous montrer, disons, nous présenter la mission de la Commission européenne. Donc, ils vont nous expliquer donc la mission. Et voilà, on a déjà une présentation. Monsieur Abdallah? Oui, oui, très bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme j'ai dit, donc c'est un autre plaisir de participer et d'animer avec vous, Simadi, cet événement. Donc, la mission SOL, c'est une mission parmi les missions du Cluster 6 du programme Horizon Europe. C'est une mission très, très importante dans la mesure où actuellement, il y a un slogan de l'Union européenne que ce que nous consommons en tant que consommateurs dépend énormément la qualité des aliments, particulièrement que nous consommons, dépend de la qualité du sol. Et plus le sol est sain, plus nos aliments sont sains et la santé de l'homme sera saine. Donc, c'est pour cela, actuellement, dans ce programme, il y a une grande priorité sur la sécurité, la salubrité du sol et la lutte de sans contamination par tous les agents, que ce soit biologiques ou chimiques. Donc, c'est une mission
importante. Donc, un pacte pour les sols en Europe qui prévoit la création progressive de 100 laboratoires vivants et phares en Europe afin de mener la transition vers des sols sains. Nous reviendrons sur bien évidemment, sur les laboratoires vivants et les phares dans un instant avec Mehdi, mais rappelons d'abord pourquoi il est nécessaire de promouvoir les sols sains en Europe. D'autres diapositives, s'il te plaît, Mehdi. Comme vous le savez, la vie sur Terre actuellement dépend des sols, comme j'ai dit, les sols sains. Donc, le sol est à la base de 95% de notre alimentation, sans oublier tout le bois que nous récoltons et utilisons. Des sols sains fournissent d'autres services écosystémiques essentiels, tels que l'eau propre et de vastes habitats pour la biodiversité. Ils constituent d'importants réservoirs de carbone qui contribuent à ralentir le changement climatique tout en rendant plus résistants aux phénomènes climatiques extrêmes. Les sols sains sont donc essentiels à tous les processus de maintien de la vie sur Terre. C'est pourquoi la mission a défini des sols sains comme ayant la capacité continue de soutenir les services écosystémiques. Les sols sont souvent considérés comme acquis. Pourtant, il s'agit d'une ressource fragile et non renouvelable qui doit être gérée avec soin et préservée pour les générations futures. Diapositive, Mehdi. Donc, la santé des sols est menacée, malheureusement, à l'échelle mondiale en raison d'une série d'activités humaines, telles que la concurrence pour les terres, l'utilisation intensive des terres, la production, les modes de consommation, l'urbanisation et le changement climatique anthropique. Rien qu'en Europe, environ 2/3 des sols sont considérés comme malsains, sans compter le pourcentage incertain des sols malsains en raison des problèmes de pollution mal quantifiés. Ces activités humaines non durables sont souvent aggravées par un manque de compréhension ou d'éducation. Les sols dégradés perdent leur capacité de stockage de carbone, ils perdent leur capacité à filtrer et à stocker les contaminants, libérant ainsi les polluants tels que les métaux lourds ou les résidus de pesticides qui peuvent se retrouver dans les eaux souterraines ou entrer dans la chaîne alimentaire et constituer une menace pour la sécurité alimentaire. Le processus de dégradation des sols peut entraîner l'effondrement des paysages et des écosystèmes, rendant les sociétés plus vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes, à l'insécurité alimentaire, à la contamination et à l'instabilité politique. Les coûts associés à la dégradation des sols dans l'Union européenne dépassent en fait les 50 milliards d'euros par année. Diapositive. Dans le cadre de la stratégie européenne pour les sols à l'horizon 2030, une loi sur la surveillance des sols a été proposée afin de garantir les conditions de concurrence équitable entre les États membres, ainsi qu'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé. La loi sur la surveillance des sols vise à fournir un cadre juridique qui contribue à la protection et à la restauration des sols et à garantir que les sols sont utilisés d'une manière durable. L'objectif à long terme de la directive proposée est de faire en sorte que tous les sols de l'Union européenne soient en bonne santé d'ici 2050, comme le prévoit la stratégie pour les sols. Le 5 juillet 2023, la Commission européenne, la partie de l'Union européenne dont Ursula von der Leyen est actuellement la présidente, a adopté la loi sur la surveillance des sols. Selon la procédure générale, la loi sera d'abord mise en œuvre si elle a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, également connu sous le nom des conseils des ministres. Ces deux institutions émettent des avis et suggèrent des amendements, après quoi la Commission européenne rédige une deuxième version de la loi proposée. Il peut y avoir jusqu'à 3 versions. Le Parlement européen a adopté sa position en première lecture le 10 avril dernier. La position du Conseil n'est pas encore connue. Donc, il y a des liens où on va trouver toutes ces fiches de procédure, etc. Et la loi sur la surveillance des sols, telle qu'elle a été envoyée pour examen au Conseil européen et au Parlement européen, vise à lutter contre les principales menaces qui pèsent sur les sols dans l'Union européenne, telles que l'érosion, les inondations et les glissements de terrain, la perte de matière organique du sol, la salinisation, la contamination, le compostage, l'imperméabilisation
ainsi que la perte de la biodiversité du sol. La loi sur la surveillance des sols a 3 objectifs principaux. Tout d'abord, la surveillance et l'évaluation de la santé des sols, la gestion durable des sols et les sites contaminés. Plus précisément, l'objectif de la surveillance et de l'évaluation de la santé des sols est de mettre en place un cadre de surveillance solide et cohérent pour tous les sols de l'Union européenne afin que tous les États membres puissent identifier les sols dégradés et prendre des mesures ciblées pour les régénérer. L'objectif relatif aux sites contaminés implique que les États membres sont tenus d'identifier les sites potentiellement contaminés, d'étudier les risques, de traiter les risques inacceptables pour la santé humaine, de l'environnement. Cet objectif contribue à la réalisation d'un environnement exempt de substances toxiques d'ici 2050. Enfin, la loi sur la surveillance des sols fera la gestion durable des sols la norme. Les États membres devront définir quelles pratiques doivent être mises en œuvre dans le cadre de la gestion des sols et lesquelles doivent être interdites parce qu'elles entraînent une dégradation des sols. La mission sol est donc importante pour la mise en œuvre de la loi sur la surveillance des sols, notamment par le financement des Living Labs, lieux de création et d'expérimentation des solutions pour la santé des sols. Les 100 Living Labs, les 100 laboratoires vivants et phares que la mission européenne Impact pour les sols en Europe vise à mettre en place d'ici 2030 sont des lieux d'expérimentation sur terrain qui peuvent aider à identifier et à présenter les pratiques qui sont localement couronnées de succès. C'est Mehdi, la diapositive. C'est Mehdi. Ils n'entendent pas. Donc, le SOLDIL pour l'Europe est l'une des 5 missions. Celle-ci reconnaît l'importance des sols et la pression qui pèse sur leurs fonctions. D'une manière générale, les missions de l'Union européenne sont de nouveaux moyens d'apporter des solutions concrètes à de grands défis. La mission sol, en particulier, a été créée pour mener la transition vers des sols sains. Elle est également au cœur du Green Deal de l'Union européenne, qui est un ensemble d'initiatives politiques visant à surmonter les menaces liées au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. Les avantages du Green Deal européen se traduisent, entre autres, par de l'air frais, de l'Europe propre, des sols sains et de la biodiversité, ainsi que les aliments sains et abordables. Diapositive, s'il te plaît. Donc, les 5 missions de l'Union européenne doivent... il y a des... Est-ce que c'est la bonne diapositive? Diapositive après. Voilà, il y a l'adaptation au changement climatique. Il faut aider au moins 150 régions et communautés européennes à devenir résilientes au changement climatique d'ici 2030. Le cancer, notamment améliorer la vie de plus de 3 millions de personnes d'ici 2030 grâce à la prévention et à la guérison et permettre aux personnes touchées par le cancer ainsi qu'à leurs familles de vivre mieux longtemps. Restaurer les océans et les eaux, des villes intelligentes et neutres sur le plan climatique, hein, notamment à travers un accord sur les sols pour l'Europe. Diapositive. La mission vise à créer donc 100 Living Labs et phares pour toutes les utilisations des sols et dans toute l'Europe. Ces laboratoires vivants et ces phares accéléreront la création et l'adaptation de solutions permettant d'atteindre des objectifs spécifiques et de s'attaquer à des problèmes spécifiques liés au sol. La santé des sols peut être améliorée dans de nombreux endroits et la mission ne fait pas de distinction entre les types d'utilisation des sols. Au contraire, elle s'adresse à tous les systèmes terrestres, agriculture, sylviculture, espaces naturels, urbains, post-industriels. Certains problèmes de santé de sol se posent actuellement indépendamment du style d'utilisation des terres. La mission encourage réellement un engagement fort des parties prenantes et des citoyens afin d'accélérer la coopération et l'adoption des solutions des laboratoires vivants stimulant la science et le lieu du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Pour que la mission
soit couronnée de succès, il faut qu'elle soit mise en œuvre conjointement par les gestionnaires de terre, les régions, les entreprises, les chercheurs, les décideurs politiques, les citoyens et les partenaires internationaux, entre autres. En d'autres termes, la mission SOL est transnationale, interdisciplinaire et transdisciplinaire, où une forte composante de sciences sociales compte des lacunes en matière de connaissances et développe des solutions pour la santé des sols et la fourniture continue des services écosystémiques. La mission s'articule autour de quatre éléments constructifs qui traitent chacun d'un obstacle à surmonter. C'est un peu technique, mais cela met vraiment en perspective la pertinence et l'importance des laboratoires vivants. Premièrement, le programme de recherche et d'innovation développe la base de connaissances sur la santé des sols et le soutien qu'elle apporte aux services écosystémiques afin de combler les lacunes qui subsistent en matière de connaissances et d'améliorer l'accès aux données et aux connaissances. Deuxièmement, les laboratoires vivants et les phares accélèrent la création et l'adoption de solutions aux menaces qui pèsent sur les sols, ce qui permet de résoudre les problèmes d'adaptation des résultats de la recherche et des solutions techniques aux circonstances locales et aux besoins des gestionnaires de terre. Nous reviendrons plus en détail sur les laboratoires vivants et les phares dans un instant. Troisièmement, un cadre solide de surveillance des sols au niveau de l'Union européenne et des États membres permettant de suivre les progrès et les objectifs spécifiques d'émission des sols, ce qui remédie aux remarques au manque des capacités de surveillance de santé et des sols. Et finalement, quatrièmement, la dernière composante de la mission, à savoir la connaissance des sols, la communication et l'engagement des citoyens, vise à remédier au manque de sensibilisation de connaissances sur les questions liées à la santé des sols. Ces quatre éléments sont nécessaires pour favoriser la transition vers des sols sains. Diapositive, c'est dit. Donc, l'objectif de la mission SOL est de créer 100 laboratoires phares et vivants qui contribueront à mener la transition vers des sols sains. La mission SOL comprend 8 objectifs spécifiques en matière des sols, de santé des sols. Ces objectifs sont les suivants. Réduire la désertification, conserver et augmenter les stocks de carbone organique du sol, arrêter l'imperméabilisation des sols et accroître la réutilisation des sols urbains. Quatrièmement, réduire la pollution des sols et améliorer la restauration, prévenir l'érosion, améliorer la structure du sol pour améliorer la biodiversité des sols, réduire l'empreinte mondiale de l'Union européenne sur les sols et finalement améliorer la connaissance du sol dans la société. Juste pour vous mettre en garde, bien que la mission comprenne ces 8 objectifs, les laboratoires vivants et les phares établis au sein d'un consortium ne doivent pas se concentrer sur chacun d'eux. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'un projet comporte 4 laboratoires vivants déconnectés, chacun d'eux étant spécifique à une situation locale. Lorsque vous montez dans ce train, la première question à laquelle vous devez répondre est la suivante. Quel objectif se rapporte à un problème sur votre terre, dans votre région? Quels sont les défis en matière de santé des sols auxquels vous pouvez contribuer? Diapositive suivante. Suivante, oui. Alors, ainsi, la réduction de la désertification est nécessaire pour aider à atteindre la neutralité de la dégradation des terres et commencer la restauration. Les données de référence de la mission montrent que 25% des terres du sud, du centre et de l'est de l'Europe sont menacées de désertification. Conserver et augmenter le stock de carbone organique du sol est un objectif à 2 volets. D'une part, cet objectif vise à inverser la tendance à la baisse des pertes de carbone des sols cultivés en une tendance à la hausse et s'adresse en particulier aux sols dont les stocks de carbone sont faits ou en déclin. D'autre part, cet objectif s'applique aux tourbières et aux zones humides qui peuvent constituer un puits de CO2 naturel. Un troisième objectif, c'est l'absence d'imperméabilisation nette des sols et l'augmentation de la réutilisation des sols urbains qui vise à contribuer à la réalisation de l'objectif d'absence de prélèvement net de terre d'ici 2050.
Réduire la pollution des sols et améliorer la restauration concerne principalement l'utilisation de pesticides et d'engrais, la réduction des pertes d'énergie, la réduction des pertes de nutriments dans les sols, la libération de microplastiques dans les sols et l'arrêt de la signalisation secondaire. Enfin, donc dernière diapositive, c'est m'a dit. La dernière, toute dernière. Bon, voilà. Donc enfin, voilà, cette image tirée du plan de mise en œuvre de la mission montre comment les laboratoires vivants bénéficient de tous les objectifs opérationnels de la mission et contribuent. Les laboratoires vivants sont vraiment l'élément central de la mission qui vise à accélérer la création et l'adoption de solutions pour des sols sains dans différents contextes géographiques et socio-économiques. Les laboratoires vivants, LFA, complètent le programme de recherche et d'innovation en apportant des connaissances, des innovations, des questions de recherche émanant de praticiens en situation réelle et répondent aux besoins locaux. Alors, les laboratoires vivants et les maisons légères utilisent un cadre de surveillance de santé des sols pour évaluer l'impact des innovations et leurs pratiques sur la santé des sols et les écosystèmes. En outre, ils contribuent à l'essai et à la validation des techniques et d'approches de surveillance. Enfin, les laboratoires vivants, LFA, sont lieux idéaux pour l'engagement des citoyens pour les activités et pratiques visant à améliorer la sensibilisation et la connaissance des sols. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Zindine, pour cette présentation vraiment très détaillée sur la mission. Et surtout, c'est très important pour nous pour comprendre le cadre européen aussi, pour réfléchir aussi par rapport à nous, par rapport au Maroc, par rapport à la Tunisie, par rapport peut-être à nos deux pays, à un cadre qui, disons, surtout que nous faisons face aux mêmes problématiques et nous avons des similarités, surtout avec le sud de l'Europe. Et donc, c'est très important de comprendre comment ça marche et aussi de bénéficier de l'expertise, mais aussi des fonds peut-être qui sont mis à disposition parce que vraiment, il y a un lien très étroit entre nos deux continents. Donc, je ne sais pas si, avant de passer à l'autre partie, si M. Abdelwahed veut rajouter un point par rapport à cette Oui, présentation. oui, effectivement, merci beaucoup, Abdallah, pour cette présentation détaillée, beaucoup d'informations, surtout pour les scientifiques spécialisés dans le domaine. J'ai consulté hier le site web, les appels à projets de l'Horizon Europe, surtout les appels qui sont encore ouverts. C'est une opportunité pour nos chercheurs marocains et les chercheurs de nos amis tunisiens de pouvoir travailler sur quatre appels qui sont toujours ouverts et qui touchent vraiment la thématique de cette conférence. Alors, il y a 4 appels à projets qui sont ouverts jusqu'à date d'aujourd'hui et seront clôturés en septembre, octobre prochain. Il y a un appel à projet qui est très important qui s'appelle Biobasic Materials and Products for Biodegradable Install Application. Donc, c'est un appel qui a été lancé en avril 2024 et la date de clôture est fixée pour le 18 septembre. Également, notre appel Co-Creating Solution for Soil Health in Living Labs. Donc, ça rentre parfaitement dans la thématique de cette conférence. L'appel lancé en mai 2024 et le deadline, c'est le 8 octobre prochain. Il y a également un autre appel sur le Soil Health Pollinators Forecast Ecosystem Function. Donc, c'est un appel qui touche le domaine du sol et sera clôturé également le 8 octobre. Et un troisième appel, c'est Living Labs in Urban Areas for Healthy Soil. Donc, c'est un appel qui touche la santé des sols et ça rentre parfaitement également dans la thématique. Et il sera que le deadline, c'est le 8 octobre. Et donc, c'est une opportunité pour nous, pour nos chercheurs, de pouvoir travailler sur ces 4 appels à projets. Alors, dans chaque appel à projet, quand vous entrez sur l'appel, vous allez trouver les topic descriptions. Donc, c'est ce qui est demandé dans l'appel à projet. Également, l'éligibilité. Donc, j'ai vu le Maroc est éligible. Également, la Tunisie, donc, il est bien associé, il est éligible. Reste la question de la coordination. Donc,
il y a tout un espace qui est dédié aux échanges d'idées, également de la recherche de partenaires. Donc, il y a toute une plateforme qui a été créée par la partie européenne pour discuter sur le topic description de ces appels à projets. Et donc, je demande à nos amis tunisiens si vous avez déjà des équipes de recherche au niveau de votre pays qui sont en train de préparer ces propositions, également surtout qui ont déjà le contact avec les chercheurs européens, de pouvoir également impliquer nos chercheurs, les chercheurs marocains des universités, des entreprises privées également, et des centres de recherche pour travailler ensemble sur ces thématiques. Également, j'ai beaucoup de réseaux avec les PCNT européens. Si vous aurez besoin d'avoir des coordonnateurs européens, je suis prêt à transmettre les demandes pour pouvoir donc trouver les coordonnateurs, les partenaires. Et l'objectif, donc, c'est de travailler ensemble. Surtout, c'est une thématique qui est très importante pour le Maroc, également pour l'Europe, surtout les pays du sud de l'Europe, notamment l'Espagne, la France, l'Italie, également le Malte, qui travaille beaucoup sur la santé des sols. Et donc, ça serait une opportunité pour nous de pouvoir impliquer nos chercheurs dans ces 4 projets qui seront clôturés bientôt. Merci beaucoup, cher ami Mehdi. Merci beaucoup, Monsieur Abdelwahid, pour ces paroles très, très importantes, parce que aussi, durant cette présentation et surtout après la définition et la présentation du concept de Living Lab, nous allons pencher en détail sur l'école qui peut vous intéresser par rapport au Living Lab. Et aussi, nous allons aussi vous donner disons, une opportunité à travers la plateforme que nous sommes en train de gérer dans le cadre du projet Nation, qui sert à vraiment mettre en contact les acteurs, que ce soit marocains, tunisiens, mais aussi européens, sur une même plateforme où nous avons plus de 800 participants, chercheurs, entreprises dans cette plateforme-là, qui ont pour objectif vraiment d'être intéressés et de soumettre dans l'école sur les Living Labs. Et donc, c'est un moyen qui va vous permettre d'entrer en contact avec des acteurs internationaux, parce que l'école que nous allons présenter, vous allez voir que c'est des écoles régionaux, et donc vraiment, il faut s'introduire dans ces réseaux. Et vous avez de la chance parce que M. Abdelwahid, comme il a dit, il va vous aider d'entrer en contact avec les NCP européens. Et moi, je vais essayer de faire le lien avec les NCP tunisiens pour vraiment avoir une présence importante par rapport à nous. Et vraiment, lorsque vraiment on travaille ensemble, je pense qu'on peut avoir une présence très, très importante. Et surtout que les Européens veulent aussi que l'Afrique du Nord soit participante dans ces écoles, et il exige que vraiment un Living Lab au moins soit constitué hors l'Union européenne. Et donc, je pense que c'est une chance pour nous. Et donc, pour vraiment maintenant passer au concept de Living Lab, mais avant, juste Monsieur El Aoued a une question, je pense. Si c'est dans ce contexte-là, peut-être on prend Oui, l'occasion oui. de répondre, et après on passe Donc, au laboratoire. Merci, Monsieur Laroudi. merci. Donc, merci, cher collègue. Donc, je tiens à remercier c'est Abdullah, mon collègue de l'Université d'El Jadida, et c'est Abdullah du ministère. Donc, ma question, c'est surtout pour ce type d'émission au sein de l'Union européenne. Donc, je pense que ce sont des missions que les seuls pays qui sont. Donc, je rejoins mon collègue Saad Louahed pour tout ce qu'il a dit par ce point de vue éligibilité. Donc, je ne sais pas si Abdallah ils peuvent nous répondre si le Maroc est éligible pour ce type de financement ou non, parce que pour moi, je suis le NCP pour santé. Et pour la mission cancer, donc le Maroc il n'est pas éligible pour le financement, c'est juste pour les pays qui sont les pays européens et les pays associés. Donc, il faut faire très attention concernant l'éligibilité de certains pays ou bien pour les pays partenaires pour ce type de projet. Par contre, pour certains projets qui sont pas en relation directe avec la mission sol, mais qui sont en relation avec le sol, qui sont des calls, open calls. Dans ce cas, le Maroc, il peut bien sûr participer d'une façon comme un partenaire éligible pour ce type de projet. C'est tout ce que je veux ajouter. Merci. Merci, c'est Nordine pour votre
d'abord d'être parmi nous et aussi pour votre question pertinente. Nous, on conseille en général, et comme a dit Saad Louhed, chaque appel, il y a toujours des critères d'éligibilité qu'on conseille toujours pour les chercheurs de consulter lorsqu'il identifie un appel particulier qui l'intéresse, de consulter ces critères et de lire attentivement ces critères d'éligibilité pour ne pas tomber dans ce problème. Voilà. Je pense, j'invite Merci. aussi Saad Louhed s'il a des éléments d'autres Oui, éléments de oui. réponse. Alors pour l'éligibilité, vous m'entendez? Oui, Oui. Alors, pour l'éligibilité, il y a deux types d'appels à projets. Il y a des appels à projets qui sont ouverts effectivement aux pays membres et parfois pays associés. Donc, c'est un financement direct pour ces pays. Mais pour les appels à projets qui sont ouverts sur la plateforme, ils sont tous éligibles pour le Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc, il est aujourd'hui dans une phase de transition en cours de discuter l'association. Et donc, il est considéré comme pays à revenu moyen et à revenu faible, comme c'est le cas de plusieurs pays. Mais par contre, pour les appels à projets qui sont ouverts, surtout, ça s'appelle les partenariats. Alors, les partenariats, c'est quoi le partenariat? Ce sont des appels à projets qui sont lancés par la partie européenne, mais la finalité, c'est le lancement des appels à projets conjoints. Et chaque pays elle apporte un financement pour couvrir la part des équipes de recherche impliquées dans les appels. Donc, effectivement, dans le domaine de la santé, il y a pas mal d'appels à projets qui sont lancés, mais la finalité, c'est les appels à projets. Et donc, pour nous, en tant qu'au Maroc, nous avons reçu je pense, 48 partenariats qui ont été publiés par la partie européenne dans le programme de travail 2023-2024. Et pour nous, nous avons sélectionné quelques-uns parce que c'est pas du tout évident à ce que le ministère participe dans les appels à projets parce que ça nécessite la mobilisation d'un financement important. Et donc, pour nous, nous avons sélectionné quelques partenariats que nous estimons qui sont importants pour le Maroc et qui cadre avec, ça rentre dans les priorités nationales. Mais sinon, pour les appels à projets qui n'ont pas la finalité de lancer un appel à projet conjoint, ils sont éligibles pour le Maroc. Donc, ils participent en tant que partenaires. Et surtout, il faut savoir une chose très importante, c'est que la partie européenne, elle recommande les coordonnateurs européens de pouvoir impliquer les pays de la rive sud de la Méditerranée, même s'ils ne sont pas pays associés. Donc, c'est un atout pour eux. Oui. désolé pour vos interrompre, mais je suis d'accord pour l'école, mais pour les missions de l'Union européenne, comme mission Sol, mission Cancer, certaines missions, le Maroc n'est pas éligible Oui, effectivement. au financement, surtout pour les missions. Donc, c'est ça Oui, que je voulais dire. Pour oui, missions, oui. ce sont des écoles qui sont très, soi-disant, très ouvertes. C'est ciblé. Exactement, ils sont bien, exactement. Pour les missions, je parle des missions, moi, je ne parle pas des projets qui sont en général, mais pour Oui. tout ce qui est mission santé, mission cancer ou mission sol, je pense que le Maroc n'est pas éligible. Ben, je suis presque sûr. Mais de toute manière, ça sera l'occasion de discuter tout à l'heure les appels qui concernent cette thématique et de voir sur place est-ce que le Maroc est éligible. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est un point très important, l'éligibilité. Et vraiment, il faut vraiment être sûr. Mais bon, je pense que vous êtes expert en la matière et vous connaissez vraiment la situation du Maroc par rapport à Horizon Europe. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une chance par rapport à ce call et j'espère que vraiment, en tout cas, le Maroc peut bénéficier le maximum par rapport à ça. Maintenant, moi, nous allons peut-être après revenir au call, mais maintenant, on va revenir au concept de Living Lab pour comprendre de quoi il s'agit. C'est un concept, disons, international
Je m'excuse, j'ai eu un problème de connexion. Je m'excuse. Donc, les laboratoires vivants sur la santé des sols. C'est Mehdi? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. D'accord, je suis désolé. Donc, les laboratoires vivants sont des initiatives collaboratives pour créer des connaissances et d'innovation. Donc, ce qu'on appelle le concept de Living Lab, c'est des écosystèmes de recherche et d'innovation centrés sur l'utilisateur, basés sur le lieu, transdisciplinaire. Donc, le concept, le lieu, il est très important, transdisciplinaire, elle touche plusieurs secteurs. Elle implique les gestionnaires des terres, les scientifiques et d'autres partenaires concernés par la recherche systémique et la conception. Le test, le suivi et l'évaluation de solutions dans des contextes réels pour améliorer leur efficacité par la santé des sols et accélérer l'adoption. Donc, pour résumer, le concept de Living Lab, il est centré sur l'utilisateur, basé sur le lieu et transdisciplinaire. Donc ça, c'est très important. Aussi multi-acteurs. Et c'est très important dans un Living Lab qu'on trouve les chercheurs, le secteur privé, les scientifiques, aussi la partie gouvernance qui est très importante. Aussi, il faut prendre en considération les paramètres réels pour accélérer l'adoption aussi. Donc le paramètre réel, il est très important. Et bien évidemment, un concept de Living Lab peut contenir plusieurs sites au niveau régional et sous-régional. Donc, le Living Lab, il est composé de plusieurs acteurs, mais aussi ces acteurs-là, ils sont dans différents sites, dans peut-être différents pays, peut-être même dans un volet régional. Les phares sur la santé des sols, c'est des sites individuels aux performances exemplaires, c'est-à-dire c'est des lieux de démonstration de solutions, de formation et de communication exemplaires dans leurs performances en termes d'amélioration de la santé des sols. Ils mettent en valeur les bonnes pratiques et les solutions haut de gamme. Ce sont des lieux de démonstration, de formation, de mise en réseau et de communication vers les futurs utilisateurs, les décideurs politiques ou la société au sens large, et elles contribuent à l'adoption de pratiques durables en s'inspirant des utilisateurs des terres grâce à des outils pratiques. Donc, on voit la différence que laboratoire vivant, c'est un concept beaucoup plus large que les phares. Donc, les phares, c'est des sites individuels, alors que les laboratoires vivants peuvent vraiment avoir plusieurs sites. Donc voilà, ça pour la définition des laboratoires vivants. Donc pour continuer, le plan de mise en œuvre de la mission définit un ensemble des critères pour la sélection et la mise en place de laboratoires vivants dans le contexte de la mission seule. Les critères sont classés en 4 domaines principaux pour les Living Labs. Donc, il y a tout d'abord l'objectif de Living Lab. Donc, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est-à-dire, elle va innover, elle va co-créer et aussi l'apprentissage formel. Quels sont les défis sociétaux qu'elle va contribuer et quels sont les objectifs qu'elle va atteindre, c'est-à-dire l'amélioration de la santé des sols et des services écosystémiques associés. Et on a vu les objectifs, il faut vraiment, pour chaque Living Lab, définir quels sont les objectifs qu'elle va toucher. Le deuxième point, c'est les activités. Donc, les activités requises dans une Living Lab, ils doivent nécessairement comprendre la co-création, le co-développement, l'expérimentation, la recherche sur l'impact, le réseautage, la démonstration. Donc, ces activités vraiment doivent être un point important pour les activités des Living Labs. Le quatrième, disons, domaine principal, c'est les participants. Donc, il faut avoir le concept du PPP, partenariat public-privé, il est très important dans le Living Lab, les utilisateurs réels. C'est-à-dire vraiment, il faut avoir des acteurs qui mettent en œuvre les solutions. C'est pour ça qu'on parle, les gestionnaires des sols et les propriétaires les agriculteurs, ils sont des acteurs très, très importants dans les Living Labs, mais aussi, pas que, mais aussi, il faut avoir les citoyens, le grand public, il faut vraiment être aussi une partie prenante
pour démontrer les résultats et aussi l'efficacité des solutions. Et enfin, c'est le contexte. Et donc, le lieu, la discipline, c'est très important que le Living Lab soit basé sur un contexte réel. C'est-à-dire, on prend par exemple un site urbain ou par exemple une ferme et on met en œuvre une solution qui, au final, va impacter par exemple la nourriture ou les besoins en nourriture des citoyens. Donc, c'est très important d'avoir tous les acteurs du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, disons, pour le secteur de l'agroalimentaire. Et donc, c'est très important de voir tous ces acteurs et d'avoir ces quatre principaux composantes, les objectifs, les activités, les participants et le contexte. Ça pour les Living Labs. Pour les phares, les critères ils sont basés sur des performances exemplaires en termes de santé des sols et écosystèmes associés. C'est-à-dire pour les phares, vraiment, on va prendre des performances qui ont déjà porté le fruit et on va les mettre en valeur et on va essayer de les partager et de les diffuser auprès des acteurs. Donc ça, c'est vraiment les concepts qui sont similaires, mais il y a une différence qui est beaucoup plus complexe, c'est que les Living Labs, ils sont une composante beaucoup plus complexe et qui adopte plusieurs, disons, ces quatre composantes essentielles. Donc, pourquoi mettre en place les Living Labs? Donc, les Living Labs se concentrent sur la co-création de valeurs conjointes, le prototypage rapide, les essais et la mise à l'échelle des innovations et des entreprises. Au sein de l'écosystème de l'innovation, ouverte, les Living Labs utilisent des processus de retour d'informations itératifs pour des tests de prototypage rapide afin que le processus et les résultats des projets puissent rapidement entrer sur le marché. C'est-à-dire, moi, lorsque je mets en œuvre une solution, j'essaie de voir en temps réel le feedback des autres acteurs et j'essaie d'adapter cette innovation pour qu'à la fin, elle soit beaucoup plus adaptée pour bénéficier aux acteurs et à l'écosystème. Donc, voilà, pour mettre en œuvre ces acteurs, il y a plusieurs barrières. Donc, généralement, il y a des barrières linguistiques, il y a des défis complexes qui ne peuvent être résolus par une seule partie prenante. Il y a aussi le manque de confiance entre les parties prenantes, les différentes approches. Donc, les solutions pratiques ne sont pas évaluées. Donc, tous les Living Labs essayent de vraiment résoudre toutes ces problématiques. Et dans ce contexte, les Living Labs sont particulièrement importants car ils constituent un environnement sain dans lequel nous pouvons surmonter ces obstacles et commencer à travailler en collaboration et travailler ensemble. Donc voilà, qu'attendre des Living Labs? Donc, comme j'ai dit, donc, pour coopérer au sein de Living Lab, elle aidera tous les acteurs à s'inspirer les uns des autres. Et ça, je pense, ça entre dans le cadre de tout un travail de coopération, où on peut apprendre à sortir des sentiers battus, mieux se comprendre, viser les mêmes objectifs, travailler ensemble, accepter les différentes perspectives et contribuer à trouver plus rapidement des solutions plus rapides et validées et plus évolutives. Donc, les laboratoires vivants peuvent donc s'attaquer à de nombreux obstacles à la collaboration, mais quels sont les éléments clés d'un laboratoire vivant? Tout d'abord, les Living Labs se déroulent dans un cadre réel, très très important comme j'ai dit, et on répète parce qu'il faut vraiment se fixer sur ces points. Il y a aussi la co-création avec un ensemble important et multidisciplinaire de parties prenantes, c'est très important, y compris les gestionnaires des terres et les propriétaires dès le premier instant. Et donc, c'est pas parce que les gestionnaires de terres et par exemple, les consommateurs seront les utilisateurs finaux qu'on ne les implique pas dans les innovations. Vu qu'ils sont les utilisateurs finaux, c'est très important de les impliquer dès le début pour prendre en considération leur feedback et ainsi adapter l'innovation à leurs besoins et pour qu'à la fin, les utilisateurs finaux ont une solution plus adaptée par rapport à ça. Voilà. Que faut-il considérer lors de la création d'un Living Lab?
Donc, pour garantir une bonne application, il est important de prendre en compte les éléments suivants lors de la mise en place d'un système d'éducation et de formation tout au long de la vie. Tout d'abord, les centres d'apprentissage tout au long de la vie devraient être des lieux de co-création, de co-conception et de co-mise en œuvre et co-évaluation. Aussi, l'approche recherche et innovation, elle doit être participative, interdisciplinaire, transdisciplinaire. De la recherche et de l'innovation devrait être au centre du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie du Living Lab. Aussi, l'éducation et la formation doivent identifier des modèles d'entreprise qui garantissent la durabilité de l'éducation et de la formation dans les Living Labs. C'est-à-dire, donc les deux concepts, je pense, ça a été bien expliqué et bien évidemment, ça a été mentionné, mais aussi les Living Labs, ils doivent avoir un modèle économique pour assurer la durabilité. Et c'est pour ça aussi l'implication du secteur privé, elle est très importante parce que lorsqu'on a un modèle économique viable, on a une durabilité et on a plutôt ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire de diffuser à grande échelle ces innovations et ne pas rester dans un cadre petit ou dans un cadre de test. Voilà. Les laboratoires vivants et les living labs, voilà, ça c'est un tableau pour comprendre la différence et l'échelle de ces acteurs. Donc, comment on voit les Living Labs, ils sont sur une échelle, disons, qui est régionale, au niveau régional ou sous-régional, qui coordonne des expériences sur plusieurs sites au sein d'une zone régionale ou sous-régionale, ou ce qu'on appelle paysage de travail. Les activités des Living Labs, c'est de coordonner les expérimentations et les partenaires, et la performance, c'est en cours à l'échelle du paysage. Par contre, pour les sites d'expérimentation, des Living Labs, ils sont plutôt locaux, c'est-à-dire dans le cadre d'une ferme, forêt ou un site urbain. Les activités, c'est de co-créer des connaissances et des innovations et la performance, c'est sur le site même. Donc, on a l'impact de l'action. Pour le phare ou le lighthouse, c'est aussi dans une échelle locale, mais l'activité, c'est essentiellement d'expérimenter et de démontrer. Et la performance, c'est vraiment de montrer l'efficacité de cette innovation dans le cadre d'un phare. Et c'est pour ça que ça s'appelle un phare, c'est-à-dire de mettre en valeur une innovation. Donc, ça, c'est la différence entre les trois significations. Et une Living Lab, elle comprend plusieurs sites d'expérimentation. Voilà. Les laboratoires vivants sur la santé des sols peuvent être appliqués à différentes échelles, que ce soit régionales ou sous-régionales, en tenant toujours compte des aspects communs qui rassemblent les laboratoires vivants. Les centres d'éducation permanente doivent répondre aux besoins locaux en matière de santé des sols et tenir compte du besoin réel des locaux en matière de santé des sols et aussi tenir compte du contexte local pour élever les défis spécifiques liés au sol et aussi atteindre les objectifs. Donc, pour ce faire, les zones de laboratoire vivants pourraient traverser les frontières régionales, voire nationales, lorsque cela s'avère judicieux du point de vue de l'état des sols. Et ça, c'est très important de mentionner ça parce que on peut avoir un living lab, par exemple, entre la Tunisie et le Maroc. Et ce Living Lab-là, ils peuvent toucher à des problématiques similaires dans les deux pays. Et Dieu sait que nous avons vraiment une similarité par rapport à ça, et même avec l'Europe. Donc, on peut avoir, par exemple, une Living Lab qui est entre l'Espagne, le Maroc et la Tunisie, par exemple, mais elle doit toucher une problématique locale qui correspond aux trois pays, mais sur des régions, par exemple, spécifiques dans les trois pays. Donc, c'est un point très important et vraiment, il faut saisir. Et là, on va donner une échelle, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, les laboratoires vivants, elles peuvent être appliquées à différentes échelles. Cette image permet de visualiser l'échelle régionale d'un Living Lab. Sur la carte droite, les problèmes de sol les plus courants sont mis en évidence par les zones colorées en vert. Dans cet exemple, nous pouvons voir que le programme de Living Lab
sont situées dans la zone verte qui présentent des défis spécifiques en matière des sols à l'intérieur des frontières régionales et qui vivent ensemble. Mais elles peuvent aussi avoir des problèmes similaires, mais dans des différentes régions et pas que dans les limites administratives de la région. Et voilà, ça peut se démontrer que même s'il y a des frontières transrégionales, mais ici, on a la problématique, elle correspond à toute la région et indépendamment des lignes ou des frontières administratives. Et ça, c'est un point très, très important. Voilà, pour aller maintenant dans le cadre des thèmes du Living Lab sur la santé des sols, chaque proposition, et ça, on va revenir au col, chaque projet doit avoir 4 ou 5 Living Labs, c'est-à-dire créer ou co-créer 4 ou 5 Living Labs avec 10 à 20 sites d'expérimentation chacune, comme j'ai dit, pour chaque Living Lab. C'est-à-dire un Living Lab, par exemple, qui travaille sur la désertification au Maroc, en Tunisie. Donc, elle doit entrer dans un cadre global de 5 Living Labs, c'est-à-dire avec d'autres partenaires, que ce soit européens ou du Sud, mais essentiellement dans ce col, elle doit être en coopération avec les Européens. Et chaque Living Lab doit contenir entre 10 et 20 sites d'expérimentation. Donc, sur le plan de mise en œuvre, donc voilà, c'est un point, il faut vraiment le considérer parce que c'est le principal élément commun réunissant les Living Labs et leur but partagé de collaborer sur des questions de santé des sols. Et voilà, et chaque Living Lab doit répondre à un ou plusieurs objectifs de la mission sol. Et bien sûr, dans le projet, on doit identifier les liens entre ces 4 ou 5 living labs. Je m'excuse, donc conformément à cette logique, il existe différentes manières d'aborder les aspects communs des projets de Living Lab. Il convient de noter que les exemples que nous allons fournir ne sont pas exhaustifs et comme vous pouvez voir, que le Living Lab, dans le cadre d'un même projet, peuvent avoir une application différente et type d'utilisation des terres différentes, mais ils ont le même objectif. Ou on peut avoir le même type d'utilisation avec une application et des objectifs différents, ou on peut avoir des objectifs et types d'utilisation similaires, mais des applications différentes. Donc, c'est très important de comprendre que ces différentes, disons, différences et les aspects communs au sein des Living Labs dans les projets. Parce qu'on ne va pas, dans une soumission, mettre, disons, un projet, une Living Lab qui travaille sur une thématique et une Living Lab qui travaille sur une autre thématique et sans lien ni dans les objectifs, ni dans le type d'utilisation, ni dans l'application. Enfin, nous voudrions souligner l'importance de la mise en place de laboratoires vivants au niveau régional en tenant compte du contexte local. C'est-à-dire, il faut vraiment réfléchir au côté régional, mais aussi, il ne faut pas négliger le contexte local et vice-versa. Il est essentiel de toujours mettre en évidence et de présenter correctement dans les candidatures les aspects communs au site de Living Lab ainsi qu'aux différents centres d'apprentissage, en détaillant la manière dont la coordination des activités entre les Living Labs seront mis en place. Donc voilà, les Living Labs peuvent avoir différents types d'utilisation du sol. Elles peuvent être agricoles, en foresterie, urbaine et industrielle. Dans Nation, nous fournissons également plusieurs fiches d'information sur la mission des sols pour la santé qui peuvent vous aider à bien comprendre l'appel à projet et aussi les spécificités des Living Labs. Et donc, nous vous invitons à consulter la fiche d'information numéro 1 sur les possibilités de financement, mais aussi il existe également des fiches d'information sur les différents types d'utilisation des sols, que ce soit l'utilisation des terres agricoles ou les terres forestières, mais aussi
sur les sols urbains et sur l'utilisation des terres post-industrielles. Juste pour information, que cette présentation, elle sera partagée avec vous, ainsi que tous les références mentionnées, que ce soit à l'école, mais aussi les fact sheets qui peuvent vraiment être des outils qui peuvent vous aider. Et voilà, pour vraiment revenir que le partenariat PVP ou le quadruple helix est très important. Et donc, les universitaires, le secteur public, les citoyens, l'industrie doivent vraiment être présents dans les Living Labs pour avoir une approche multi-acteurs. Donc voilà, ça, c'est les différents acteurs qu'on peut avoir dans les Living Labs. Je pense que c'est un point qui est clair lorsqu'on parle d'agriculture, les coopératives, les entreprises agroalimentaires, les agriculteurs. Pour les urbains, les professionnels de bâtiments sont très importants, les spécialistes, les urbanistes, les architectes. Pour les, par exemple, sylviculture, les propriétaires financiers, les entreprises, les associations, les industriels, mais aussi les promoteurs et les entreprises. Voilà, maintenant, je vais vous donner rapidement, pour ne pas vraiment prendre beaucoup la parole, quelques exemples de Living Lab qui ont été implémentés pour montrer les bonnes pratiques. Voilà, nous allons vraiment partager avec vous ces différents Living Lab. Par exemple, on prend un exemple qui est le Galicia Living Lab, qui est en Espagne, qui est proche Maroc, et qui vise à inclure la gestion intégrée des incendies et qui cherche à exploiter les avantages écologiques des incendies de forêt tout en minimisant les dommages qu'ils peuvent causer aux communautés. Donc, ils ont eu comme activité d'adopter des stratégies proactives et innovantes basées sur la préparation et la prévention. Et ces stratégies ont établi, grâce à l'engagement collaboratif de 18 membres de la communauté galicienne d'innovation Wildfire. Voilà, par exemple, ici, un laboratoire de vie urbaine de la ville du Turin. Donc voilà, il y a plusieurs objectifs. Il y a aussi Agronov en France. Donc voilà, vraiment, ces exemples, vous pouvez les visiter et voir comment vraiment ils ont montré vraiment des fruits dans le cadre du concept de Living Lab. Donc, voilà, ici, je vous montre une carte des Living Lab et des phares parce que vraiment, il faut que vous vous inspirez de ce qui a été fait, ne pas commencer de zéro. Et dans le cadre, dans cette diapo, vous pouvez entrer, vous pouvez voir un mapping des Living Lab et qui sont en train d'être mis en œuvre et non pas que en Europe, mais aussi dans plusieurs pays du Sud et de la Méditerranée. La Méditerranée est une composante très, très importante dans le cadre de ces missions. Il faut vraiment en profiter. Voilà, merci beaucoup. Avant de passer peut-être pour parler au call des différents axes thématiques des appels à projets, peut-être je m'arrête là pour voir si vous avez des questions, vous avez besoin de quelques clarifications par rapport au concept de Living Lab. Monsieur Tawfiq, juste le micro. Bien sûr, aussi, merci pour cette présentation et merci également pour la présentation précédente qui a été vraiment très intéressante, qui m'a appris beaucoup de choses, c'est clair. Je pense que le secteur privé, autant que les chercheurs, doivent être intéressés par cette thématique de Living Lab qui est vraiment très importante. Et notamment lorsqu'on voit tous les problèmes que rencontrent, par exemple, certains industriels marocains, certains producteurs marocains de fruits et légumes pour exporter vers l'Espagne avec les problèmes les problèmes les insecticides, etc. Je pense qu'il est temps pour les entreprises, le secteur privé, de s'intéresser justement à la santé des sols pour éviter ce genre de problème. Donc, je crois que à ce niveau-là, c'est vraiment très important. Et on est vraiment au niveau de la CGM. Je pense qu'on sera
particulièrement intéressés par la mise en place de ces Living Labs. Alors la question que je voulais poser, bon, mais je pense que c'est sur la map, on le voit bien. Donc apparemment, il n'y a pas de Living Lab ni en Tunisie ni au Maroc à ce jour. Par rapport à ça, je pense qu'il y a des initiatives qui commencent, parce que vraiment, le Living Lab, c'est aussi il concerne vraiment la création, disons, le rassemblement de plusieurs partenaires, mais aussi sur différentes échelles. Et là, l'objectif du call, vraiment, c'est de pousser à créer ces Living Labs et d'être une partie prenante. Je pense en Tunisie, il y a déjà des Living Labs qui sont en train d'être concoctés dans les régions, mais disons qu'ils sont à une petite échelle par rapport. Par exemple, je ne pense pas qu'ils ont 10 ou 20 sites d'expérimentation, mais ils commencent à voir le jour quelques Living Labs avec quelques 4 ou 5 sites d'expérimentation, surtout à travers ICARDA, qui est une organisation qui travaille beaucoup sur ces concepts-là. Et donc, vraiment, je pense qu'ils ont commencé à travailler sur ça. Et je pense aussi dans le cas du Maroc aussi, mais qui sont, disons, qui n'ont pas pris autant d'ampleur par rapport à ça. Parce que si on va voir après pour l'école, pour la création de 5 ou 4 Living Labs, la Commission européenne met par projet un budget de 15 millions d'euros. Parce que vraiment, il faut financer le prototypage et l'innovation. Et donc ça demande beaucoup de moyens. Et c'est pour ça qu'il faut un engagement par rapport à ça, par rapport au pays, par rapport à la Commission. Et donc voilà, on commence à avoir des initiatives, mais on attend qu'ils commencent à voir le jour. Et aussi, les sites d'expérimentation peuvent être. Il ne faut pas vraiment avoir des coûts énormes ou avoir vraiment des sites, des innovations très, très pointues. On peut prendre une ferme et elle peut devenir un site. Et on peut implémenter une action, une petite action, et elle devient un site d'expérimentation. Donc voilà, il faut vraiment juste commencer à structurer les actions. Je pense que là, ce qu'on manque, c'est une structuration des actions parce qu'on a des actions de là et là, mais il faut vraiment rassembler les acteurs pour qu'ils travaillent ensemble. Et je pense, en Tunisie, lorsqu'on a rassemblé les acteurs, l'idée, c'était de travailler ensemble, les chercheurs, le secteur privé, de vraiment coopérer ensemble pour mieux vraiment avoir des résultats et pas chacun travaille de son côté. Aussi pour Malte, on a eu cette même, qui est beaucoup plus petit, cette même initiative. Et je pense que le Maroc aussi, c'est très important que les acteurs travaillent ensemble pour vraiment avoir au final des living labs tels que définis par ces concepts. Merci, Donc, j'espère Mehdi. que j'ai répondu à votre question. Et il y a une autre que je pense que M. Oumheni Deleni a demandé pour réagir. Bien évidemment, monsieur, vous avez la parole. Oui, c'est plutôt madame. Ah, Bonjour tout ça, le je suis monde. désolé, madame. Je suis désolé, hein, je C'est m'excuse. Hani, voilà. Ouais, Ben, je suis prof à l'USMBA, donc prof à la fac des sciences économiques et sociales. Donc, je remercie tous les initiateurs et tous les porteurs de ce projet si important. C'était juste pour une réaction précise. Quand vous parlez des Level Lab au Maroc, donc en réponse à la présence de la CGM, et ça me tient tellement donc par la proximité d'économiste que je suis. Bon, lié au sol peut-être oui, mais les Level Labs d'une manière générale, parce que j'ai eu l'honneur donc d'encadrer une thèse de doctorat qui a été soutenue l'année dernière. On avait la cartographie, on a fait la cartographie des différents Level Labs au Maroc, mais ce sur quoi nous avons travaillé avec ce doctorant personnellement, c'était les Level Labs dédiés à la mobilité urbaine au Maroc. On en a détecté peu et spécifiquement c'est à la zone de, plutôt à la région de Marrakech El Haouz, Tensift El Haouz. Précisément, il y en a 3 à Essaouira. Donc, c'est là où le concept a fleuri un peu, etc. Mais au niveau du reste du Maroc, donc c'était pour nous une première. Donc, et là, ça m'a beaucoup tenu à cœur de voir donc la thématique avec nos collègues donc de Chaib Doukali et d'autres donc du ministère également, de la CGM également, donc nos amis tunisiens. Donc là, c'était juste sur ce point précis. Donc, pour la cartographie, il y en a ils n'ont pas encore, et il y a ceux qui ont le label Level Lab, et là je m'adresse à la CGM, le label, donc là peut-être aussi pour les porteurs qui doit donner le label de Level Lab,
Parce qu'il y a des initiatives, est-ce qu'on peut les caractériser de Living Lab ou pas? Living Lab dédié au sol, c'est précis. Voilà, je ne veux pas trop accaparer la parole, mais donc je reste à l'entière disposition des collègues donc, pour tout type de collaboration. Merci. Merci beaucoup, Madame Omine, pour cette précision. Et c'est un point très important que vous avez mentionné, que aussi les Living Labs, c'est pas un concept, disons, exclusif au sol, mais aussi il y a plusieurs secteurs où ils adoptent cette méthodologie de co-création et surtout entre les secteurs privés et la recherche. Et donc, nous aussi en Tunisie, c'est un point très important parce que vraiment, j'ai omis de le mentionner, nous avons plusieurs aussi Living Labs dans d'autres secteurs. Dans d'autres secteurs aussi, ils sont présents et peut-être il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus avancés que le sol parce que vraiment, le sol, il est beaucoup plus compliqué parce qu'on a les agriculteurs qui sont déjà un acteur très, très important, mais ils sont un acteur primordial dans les Living Labs sur les sols. Et la connexion déjà entre, je pense, les chercheurs, les agriculteurs, les entreprises et les agriculteurs, déjà, c'est pas très évident, en tout cas par rapport à la Tunisie, je parle. Et donc, c'est pour ça que le nombre est vraiment de voir des Living Labs actifs dans ce domaine, c'est beaucoup plus compliqué, mais je pense qu'il y a des initiatives qui commencent à voir le jour et qui peuvent voir des résultats. Et nous, on a vu en tout cas que vraiment, il y a des Living Labs qui commencent à vraiment d'être, en tout cas des sites d'expérimentation pour fier à la définition, sont en train de voir le jour en Tunisie et je suppose qu'au Maroc aussi. Mehdi. Oui, monsieur. Ah, alors, je voudrais juste revenir sur les appels à projets qui sont lancés, Mission Sol. Bon, je viens de consulter le site web. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a possibilité de partager avec vous les appels lancés pour la mission ou on les laisse après? En tout cas, moi j'ai une présentation maintenant sur les appels, c'est comme vous voulez. Juste pour présenter un seul appel à projet, bon, il y en a 9 qui sont ouverts. Alors, l'appel à projet sur la mission alors, Climat 01, Supporting the Implementation of European Union Mission Adaptation au Climate Change, donc ça rentre dans les sols. J'ai vérifié, le Maroc, il est éligible à tous les appels. Donc, juste pour confirmer la participation du Maroc. Bon, le Maroc, il est applicable pour all call for projects that are open on the website of the European Commission. Donc, j'ai vérifié, le Maroc, il est éligible. Donc, ça tombe bien pour nos chercheurs marocains de pouvoir participer aux appels qui concernent la mission SOL. Oui, vraiment, merci beaucoup, monsieur Abdullah, pour cette précision, c'est très important. Et ce que je vous propose, c'est que maintenant, je vais présenter deux appels à projets qui sont reliés au Living Lab. Et peut-être après, je vous donne la parole pour présenter par rapport aux autres, si bien évidemment vous voulez. Mais en tout cas, nous, ça n'a je pense, j'ai pas voulu prendre la parole par rapport à ça, mais la Commission européenne nous a vraiment demandé de travailler sur le Maroc. Et je pense, si on a l'agenda de présenter l'appel à projet, c'est que le Maroc, il est éligible et vous avez confirmé ce point, donc il est très important. Et donc, c'est pour ça que j'ai passé à la présentation de ces écoles. Donc, bien évidemment, ces informations fournies proviennent du consortium Nation. Et la seule source officielle de référence restera le programme de travail Horizon Europe, dont nous allons le partager avec vous, bien évidemment. Donc, en 2024, avril 2024, la mission a lancé un appel à projet qui porte sur deux thèmes pour financer de projets de Living Lab. Et nous allons, et j'espère que certains d'entre vous continueront et construiront une proposition de projet dans le cadre de ce call. Donc, et Nation va soutenir spécifiquement deux thèmes. L'une, c'est la santé des sols 0101, qui est la co-création des solutions
pour la santé des sols dans les Living Labs. Et 2, c'est l'urbain qui 0102 qui est Living Lab en zone urbaine pour des sols sains. Donc, Nation, nous allons soutenir l'école et je vais expliquer après qu'est-ce que ça veut dire nous allons soutenir. Donc, pour commencer, donc le point le plus important, c'est que la date limite de soumission des demandes dans le cadre de ce programme est le 8 octobre 2024 à 17 h heure de Bruxelles. La soumission de ce type est single stage, c'est-à-dire une seule soumission complète, ce qui signifie qu'une proposition complète doit être soumise lors de la soumission. Il ne s'agit pas d'une proposition de 10 pages, mais de la proposition complète en une seule fois. La soumission se fait par voie électronique via le système de soumission du portail Funding and Tenders de la Commission européenne. Les soumissions en papier ne sont pas bien sûr possibles. Les deux thèmes sont des actions de recherche et d'innovation, ce qui signifie que tous les acteurs est couvert par un financement à 100%. Donc, c'est un point très important. Il n'y a pas de cofinancement. Chaque candidature doit comprendre au moins 4 ou 5 laboratoires vivants portant sur le même ou plusieurs types d'utilisation des sols dans au moins 3 États membres ou des pays associés différents. Donc, donc il faut vraiment au moins 3 États membres et il faut 4 ou 5 living labs. Les laboratoires vivants et les sites individuels au sein de chaque laboratoire vivant peuvent être par exemple des espaces verts urbains, des zones industrielles, des entreprises, des exploitations agricoles, des peuplements forestiers ou d'autres lieux où le travail est effectué et contrôlé dans des conditions réelles. La raison pour laquelle vous avez créé votre consortium et en particulier ce qui a motivé la sélection du laboratoire vivant doit ressortir clairement de votre candidature. Décrivez les raisons de la coopération entre les différents Living Labs. Vous pouvez examiner attentivement les similitudes et les dissemblances entre Living Labs en termes, par exemple, du climat, d'utilisation des terres, de défis en matière de santé des sols, d'objectifs de la mission et de parties prenantes. Donc, il n'est pas seulement important de fournir une description claire et la raison d'être de votre choix, mais aussi il est important de suivre l'approche multi-acteurs, le modèle de quadruple hélice. Donc tout ça, on l'a dit, mais vraiment, on le répète, c'est très important. Les laboratoires vivants doivent impliquer des acteurs de différents horizons, disciplines ou secteurs. Donc, il faut que vous réfléchissiez de manière critique aux acteurs que vous verrez inclure, de qui pourriez-vous avoir besoin pour élever vos défis en matière de santé des sols, quel est le rôle dans cette collaboration, et la partie prenante peuvent très bien être différentes à celles que vous connaissez déjà. Et c'est pour ça que nous avons cette plateforme que nous allons vraiment vous expliquer après. Donc maintenant, je vais présenter les thématiques. Donc la thématique 0101, la santé des sols, consiste à mettre en place des laboratoires vivants pour travailler ensemble sur un ou plusieurs défis liés à la santé des sols et contribuer à un ou plusieurs objectifs de la mission SUP. Le budget indicatif est de 36 millions d'euros qui vont être divisés sur 3 projets, c'est-à-dire financement de 12 millions d'euros. Et voilà, les objectifs, c'est les mêmes objectifs que vous pouvez, disons, soumettre. Par contre, pour la deuxième thématique, qui est les Living Labs en zone urbaine pour des sols sains, ils vont financer une seule proposition de 12 millions d'euros et voilà, une seule demande qui sera financée. Voilà, donc ça, c'est un tableau qui vous montre quels sont, disons, les points ou le modèle de proposition pour les candidats. Lorsque vous allez soumettre, vous allez présenter ou répondre à ces questions. Quel type, dans quel pays travaillent les Living Labs? Quelles sont les régions? L'objectif spécifique, la principale utilisation, les défis, les sites, combien de sites expérimentaux, quels partenaires du projet, quel type d'acteurs, comment vous allez organiser, quel est le budget approximatif, quelles sont les activités de co-création, est-ce que vous allez impliquer d'autres acteurs ou entités, est-ce que vous allez
faire recours au soutien financier des tiers. Donc tout ça, c'est vraiment, vous devez répondre à chaque proposition, vous devez répondre à ces questions. Et bien évidemment, mieux c'est simple à expliquer, mieux c'est clair et plus précis pour les évaluateurs. Et donc vraiment, essayez d'être le plus simple possible. Et bien évidemment, vous allez voir que la conception des propositions doit être en collaboration avec les acteurs qui vont soumettre au fond. Donc voilà, les étapes pour répondre, disons, euh, pour prendre en compte, pour participer ou diriger la soumission. Tout d'abord, vous devez identifier votre défi local en matière de santé des sols et de le relier à un objectif de la mission. Ensuite, vous devez former ou rejoindre un laboratoire vivant. Ce laboratoire vivant est constitué de plusieurs sites au niveau régional. Ensuite, vous vous adressez à des collaborateurs potentiels pour former un réseau de Living Lab, c'est-à-dire rejoindre un consortium ou initier un consortium international. Et avec ce consortium, vous soumettez une demande et à la fin, ça va vous permettre de réaliser et d'implémenter cette Living Lab. Donc, il existe un certain nombre d'outils et de documents que vous pouvez consulter et dont vous pouvez vous inspirer. Nous vous présenterons ceux auxquels vous pouvez penser au cours des différentes étapes. Après, donc voilà, on va partager avec vous ces outils, comment soumettre une proposition claire et tout ça. Et ça va vraiment, nous vous invitons à les consulter parce que ça va vous aider énormément. Je suis désolé. Donc voilà, pour explorer la voie vers une candidature compétitive, voilà le QR code. Et bien évidemment, je vais partager avec vous la présentation et vous pouvez consulter vraiment tous les outils qui peuvent vous aider dans la soumission. Donc, tout ça c'est vraiment les outils qui peuvent vous aider. Par exemple, le FAQ de Nation, le programme de travail, quels sont quelques conseils qui peuvent vous aider. Mais vraiment, je veux m'arrêter sur ce point-là parce que c'est vraiment, ça montre le projet Nation, qui est le projet Nation qui tend vers à aider les acteurs à soumettre des propositions pour l'école sur les Living Labs. Et pour ça, nous sommes en train d'organiser des événements nationaux dans 44 pays de l'Union européenne ou des pays qui sont associés à Horizon, mais aussi dans une position telle que le Maroc en train de négocier ou disons de faire une ascension vers le projet Horizon. Et donc, nous sommes en train d'informer et d'impliquer et promouvoir dans tous ces pays-là ces calls et le concept de Living Lab. Aussi, nous avons une plateforme dont j'ai partagé avec vous le lien où vous pouvez faire un matchmaking international et national et va faciliter la création des partenariats. Parce qu'on sait, pour vraiment accéder au réseau de Living Lab ou de partenaires internationaux, c'est compliqué. Et pour ça, on va vous aider. Dans cette plateforme-là, il y a 44 pays qui sont présents parce que tous les acteurs des pays qui sont présents dans les événements d'engagement nationaux tels que celui-là, on les invite à rejoindre la plateforme. Aussi, nous avons des fiches d'information, des e-learning qui peuvent vous aider, bien évidemment. Nous avons des services d'assistance. Nous avons des webinaires qui sont, vous pouvez les visiter et voir notre agenda sur les sites. On organise des webinaires quotidiennement pour vous aider et on prend certaines thématiques pour vous aider pour comprendre le concept. Il y a aussi un encadrement disponible où vous pouvez, disons, consulter des mentors quels que soient nous, ou les SCP qui peuvent vous encadrer et vous aider et surtout vous envoyer vers les personnes qui peuvent vous aider par rapport à votre proposition. Donc voilà, les services de Nation, comme j'ai dit, c'est de coaching individuel. Vous pouvez me contacter, je suppose, M. Abdallah Aziz, M. Abdelwahid, qui peut vraiment vous aider et nous aussi pour vous offrir des séances de coaching individuel à travers, en tout cas, le projet Nation
il va vous fournir le coaching, mais la personne de contact, c'est Monsieur Abdallah. Et puis, lui, il nous contacte et on va essayer de vous offrir ce coaching. Nous avons aussi des séances de mise en relation pour les candidats à la création de consortiums transnationaux. Et voici le lien pour rejoindre la plateforme. Mais aussi, nous avons des webinars et des événements thématiques. Vous pouvez les consulter à travers ces sites web suite à l'envoi de cette présentation. Donc, voilà nos coordonnées. J'espère, en tout cas, je sais que c'est très lourd en termes de contenu, mais vraiment, j'espère que vous avez une idée plus claire et nous sommes à votre disposition. Voilà nos coordonnées. Si vous voulez plus d'informations ou vous voulez plus de précisions sur certaines thématiques, eh ben, nous sommes à votre disposition et j'espère que vraiment nous vous avons aidé par rapport à mieux saisir le concept de Living Lab et aussi l'école. Oui, Et voilà, je donne la parole peut-être à M. Abdellah ou si vous oui, avez des questions, profitez oui, pour vous donner effectivement. les éléments de réponse. Oui, effectivement, merci beaucoup, mon ami Mehdi, pour cette présentation vraiment très, très riche. Alors, entre-temps, quand vous avez présenté, j'ai consulté les liens sur le site web. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a possibilité de partager? Alors, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. alors pour le premier appel, donc j'ai vérifié sur le site web de la Commission européenne le programme de travail de cet appel. Et donc, j'ai passé directement à l'éligibilité. Donc, l'éligibilité, voilà. Il y a trois types de pays qui sont éligibles. Il y a les pays, bien sûr, les pays partenaires, les pays associés. Et il y a également les. Alors, voilà. Alors, le problème que nous avons. J'ai discuté toutes les manières avec l'Union européenne, c'est que dans la liste des pays à revenus moyens et à revenus faibles, alors voilà les pays, bon, les countries associated to the Horizon Europe, donc les pays associés, et il y a les pays à revenus moyens et faibles. Le problème, c'est que le Maroc ne figure pas parmi ces pays. Et d'ailleurs, nous avons reçu beaucoup de clarifications, surtout à travers les coordonnateurs européens. Ils nous demandent pourquoi le Maroc ne figure pas sur la liste, mais il y a un lien au-dessus. The list is correct at the time and adoption of the Europe package. See the Horizon Europe list of participant countries. Donc, quand vous voyez c'est-à-dire le bas de page 27, alors quand on clique sur le bas de page, on va voir donc la liste des pays qui sont éligibles. Alors, à la troisième page, je pense, nous avons le Maroc, donc il figure. Alors, voilà, ici, le Maroc, il est où? Alors, le Maroc, il est là. Donc, avec le Libanon, l'Estonie, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Malaisie et le Maroc. Donc, le Maroc, il est éligible à cet appel à projet. Donc, j'ai vérifié sur place pour le premier appel et également pour le deuxième appel. Donc, le Maroc, il est éligible pour les deux appels. Donc, c'est une opportunité pour les équipes de recherche marocaines de pouvoir participer, qu'on soit public ou privé, de pouvoir donc voir l'appel à projet en sa totalité. Donc, il y a toutes les informations sur le site web. Voilà, donc je vais. Voilà l'appel à projet. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez sur l'écran, c'est ça? Vous voyez? Oui, Oui, oui. c'est bon, c'est bon. Alors, il y a l'appel à projet local. Donc, comme vous avez mentionné, donc il est ouvert depuis le 8 mai, la clôture en 8 octobre. Et vous allez, le plus important, c'est de bien analyser le topic description. Donc, dans ce topic description, vous allez trouver ce qui est demandé par la partie européenne pour vraiment choisir les mots et les termes à inclure dans la proposition pour répondre à cet appel à projet. Et voilà donc le topic description, il y a toutes les informations, ce qui est demandé. Donc, j'invite les chercheurs de bien lire ce qui est mentionné dans le topic description. Puis après, il y a les general conditions, donc l'annexe B
je viens de montrer, donc il donne toutes les informations sur les pays qui sont éligibles. Donc le Maroc, j'ai bien vérifié qu'il est éligible. Il y a également des documents, comme vous avez mentionné aussi, Mehdi. Donc les documents sont téléchargeables pour bien lire la proposition. Et je pense qu'il y a, une plateforme pour les idées postées. Donc, ça s'appelle un projet. Il y a 78 idées soumises par les partenaires. Donc, vous aurez l'occasion de visiter ces idées et de voir ce qui est proposé ou bien ce qui a été posté par les chercheurs qui souhaitent participer dans cet appel à projet. Donc, voilà les idées de différents pays européens, Italie, Pologne, etc. Vous avez également le droit de postuler vos idées à travers cette plateforme, de dire, voilà, nous sommes université, telle université, j'aimerais bien participer à cet appel à projet. Voilà ce que je souhaite développer dans cet appel à projet. Certainement, les équipes de recherche qui sont intéressées, ils vont vous contacter pour travailler ensemble. L'objectif, c'est de constituer le consortium. Alors, pour les équipes de recherche marocaines, soit de consulter ce qui est posté sur la plateforme, soit de le contacter directement moi-même et professeur Zindi. Et nous sommes prêts à vous accompagner surtout pour la recherche des partenaires, parce que même si vous avez une idée de projet que vous souhaitez développer pour répondre à cette proposition, mais le point le plus important dans la soumission, c'est d'avoir un consortium, d'avoir les partenaires. Donc, il faut qu'il y ait 3 partenaires de 3 pays différents, soit 2 pays membres et pays associés, soit pays membres et 2 associés. Donc, il faut qu'il y ait un pays partenaire, c'est sûr. Donc, 3 pays associés ne sont pas éligibles. Il faut qu'il y ait au moins un pays partenaire avec les 2 autres, soit pays partenaires, soit pays associés. Le Maroc, il n'est pas vraiment obligé, c'est-à-dire il ne faut pas se contenter à ce que le Maroc soit parmi les 3, mais il faut, donc le Maroc participe en tant que partenaire additionnel à ces trois membres qui sont éligibles. Donc, c'est une très bonne chose pour nous. Nous sommes prêts si vous avez des idées de projets, à les diffuser auprès de nos réseaux, surtout les réseaux européens. Nous avons beaucoup de contacts avec les points de contact européens et nous avons également une base de données des chercheurs, surtout des coordonnateurs européens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de projets européens dans l'horizon 2020 et également l'horizon Europe, de vous mettre en contact pour travailler ensemble et pour soumettre la proposition ensemble pour répondre à cet appel à projet. Merci beaucoup, Abdelwahid, pour ces précisions et pour ces clarifications. Juste, comme on a dit, nous allons partager avec vous, après cette réunion, tous les éléments que nous avons mentionnés, les sites web, les liens, les outils, la présentation, et tout ça, elle sera mis à votre disposition. Donc voilà, je donne peut-être la parole à Monsieur Zinedine, Monsieur Abdallah. Oui, merci beaucoup, c'est Abdelwahed, et merci beaucoup, Simadi, pour tous les éléments que vous avez apportés d'informations. Bon, juste, je viens de recevoir quelques questions de quelques collègues, donc comme on a dit au début, il y a beaucoup de collègues qui voulaient être avec nous, mais malheureusement, avec les examens, les soutenances des projets de fin d'études, donc ils sont engagés, donc ils n'ont pas pu nous rejoindre. J'ai une question qui m'a été envoyée. S'il m'a dit si je pouvais avoir une réponse, parce que je n'ai pas pu vraiment donner une réponse très claire. Bon, s'il y a un projet Living Lab déjà installé, déjà mis en œuvre, financé, etc., est-ce qu'on peut le rejoindre en mi-chemin? Ça veut dire demander à rejoindre, soit directement ou bien pour un autre mécanisme. Je sais très bien que dans certains projets européens, il y a cette possibilité, mais dans les villes là, est-ce qu'il y a cette possibilité? Oui, donc pour répondre à votre question, pour rejoindre un Living Lab, oui, si la proposition ou les sites d'expérimentation que vous proposez, par exemple au Maroc, soit, disons, ont le même objectif ou le même type d'utilisation, ou disons, ils rentrent, en tout cas, on peut trouver des liens avec les Living Labs déjà implémentés. Donc, on a vu, si on parle là des Living Labs, si on parle du Oui. projet
si le projet, bien évidemment, on peut aussi rejoindre, s'il y a des consortiums qui ont déjà commencé à réfléchir, à rassembler des Living Labs, bien évidemment, s'ils n'ont pas encore soumis, on peut rejoindre en mi-chemin ces Living Labs. Et juste pour information, que ce call-là, il peut financer même des Living Labs qui sont déjà implémentés. Et donc, ce n'est pas un problème s'il y a des Living Labs qui sont avancés ou d'autres qui sont en retard. Donc, oui, la réponse est oui, on peut rejoindre des Living Labs à mi-chemin, sauf si on a les mêmes objectifs ou les mêmes conditions, les mêmes. Il y a un lien avec les Living Labs déjà existants. S'il n'y a pas un lien, si c'est un autre secteur et tout ça, vraiment, c'est pas pertinent de rejoindre ce réseau de Living Lab, ces Living Lab. Très bien, merci. Donc, moi aussi, donc, j'espère que la prochaine fois, on l'organisera en présentiel. Oui. La prochaine année, Inch'Allah, dans une université marocaine, que ce soit Al-Jida ou autre. Donc, avoir des interactions directes et probablement avoir la possibilité d'inviter certains porteurs de projets européens des Living Lab pour que vraiment ça soit beaucoup plus bénéfique pour les collègues. Donc, voilà, donc je vous remercie. Une question, c'est Mehdi. Alors, pour les deux appels à projets que vous avez présentés, est-ce que vous avez déjà une équipe de recherche tunisienne qui est en train de travailler sur ces appels ou pas encore? En fait, lorsque on a eu la réunion en Tunisie, il y a certains acteurs ont vraiment initié, ils ont dit qu'ils veulent travailler sur le concept de Living Lab. Et donc là, vraiment, je dois faire le suivi avec eux pour voir où ils sont. Je sais qu'ils vont coordonner avec la NCP. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais contacter la NCP tunisienne et je vais essayer de créer un lien avec vous. Donc, la Oui. NCP du exercice avec M. Abdallah Zindine. Et comme ça, eux, ils commencent disons, réfléchir, à travailler ensemble. Et moi, ce que je peux faire, c'est que vraiment, je peux vous aider à travers la plateforme de rejoindre, disons, aussi des Living Labs. Et s'il y a des propositions de Living Lab du côté européen, aussi d'intégrer, en tout cas, ces partenaires pour vraiment pouvoir rejoindre un consortium pour se mettre une proposition. Alors, pour nous, donc je vais en tant que PCN également avec Cézindine, nous allons diffuser ces deux appels à projets auprès des universités et centres de recherche et également les entreprises privées à travers l'Association RD Maroc pour demander est-ce qu'il y a des équipes de recherche qui sont intéressées par ces appels. Moi, je viens de lire les topic descriptions, donc c'est très important pour le Maroc. Vraiment, ça rentre parfaitement dans les priorités de notre pays. Et donc, nous allons diffuser les deux appels à projets. On va essayer de faire une fiche synthétique pour aider un petit peu nos chercheurs, une fiche synthétique de topic description. Donc, nous avons une équipe au sein du PIL Maroc qui va s'occuper de préparer une fiche synthétique sur l'appel, sur également les deadlines, le budget, etc. Alors, ces fiches seront diffusées, comme je viens de dire, auprès de nos chercheurs et de voir est-ce qu'il y a des chercheurs qui sont intéressés pour pouvoir collecter le maximum de chercheurs qui souhaitent participer afin de les partager avec nos réseaux, les réseaux que nous avons pour préparer la proposition. Donc, vous savez, on est en début de juillet, mois d'août, c'est le congé. Et donc, le temps est un peu très pressé pour pouvoir formaliser également, finaliser la proposition d'ici le 8 octobre. Merci beaucoup, Sir Abdelwahed. Oui, je sais que le temps, vraiment, il est très serré. Vraiment, on doit avancer, disons, avant la fin des. De toutes les manières, c'est Mehdi. Alors, les demandes que nous allons reçues, que nous allons reçues par la suite, on va les partager avec vous, comme ça, pour voir un petit peu les chercheurs, nos chercheurs qui sont intéressés et d'essayer de travailler ensemble. Peut-être on va organiser une prochaine réunion ensemble pour voir les propositions et également les chercheurs qui souhaitent participer à ces deux appels à projets.
Merci beaucoup. Merci, Sir Abdelwahed. Merci. Nous allons faire de même avec les Tunisiens, je m'excuse, avec le NCP, l'NCP tunisien, je vais la contacter et je vais voir vraiment comment on peut coordonner ensemble entre les NCP marocains et tunisiens et les autres acteurs qui veulent vraiment soumettre. En tout cas, je pense que vraiment, je vous invite aussi vraiment à visiter la plateforme. Je peux même peut-être vraiment, on va partager avec vous des liens. Je vous invite à partager, à rejoindre la plateforme parce que c'est une plateforme interactive très facile où il y a plus de 800 partenaires. Vous pouvez voir leurs coordonnées, vous pouvez les contacter et vous pouvez même demander des réunions avec eux sur la plateforme. C'est gratuit, c'est facile à utiliser. Il y a aussi tous les outils, tous les explicatifs sur les thématiques, sur les façons de soumettre, sur vraiment qui peuvent vous aider. Il y a aussi des webinaires, suivez-les. Il y a plusieurs activités dans le cadre du projet Nation qui peuvent aussi vous aider pour trouver des consortiums. Donc, profitez de ces, euh, disons, activités et vraiment, ça va vous aider à rejoindre des consortiums, à initier des consortiums et peut-être à la fin pour que vous réalisez des Living Labs et aussi obtenir ces fonds qui peuvent être très intéressants pour les chercheurs et pour les acteurs. Je demande également si tu offert de la CGEM, si vous pouvez également partager. De toutes les manières, on va vous communiquer une fiche résumée de ces deux appels et ça serait très important si vous pouvez partager ces deux appels auprès des entreprises qui sont membres de la CGEM et de voir de notre côté également au niveau des universités pour mettre au moins deux équipes de recherche marocaines, publiques, privées, et par la suite, on passe à la deuxième étape pour la recherche des coordonnateurs européens. Absolument, ce sera fait. Donc, je vais faire le maximum pour ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour en tout cas cette coopération et pour cet événement. Vraiment, j'espère que ça a été bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, peut-être si Abdallah, peut-être pour des mots pour les mots de la fin, pour clôturer l'événement, euh, je vous donne la parole. Merci, Simadi. Nous remercions tous les collègues qui ont pu assister avec nous à cet événement, notamment les collègues de la CGEM, Zerfi du ministère et tous les collègues. Donc, nous restons à votre disposition pour toutes les questions relatives à ce webinaire et aussi à ces Living Labs. Comme a dit Semedi, donc nous allons faire notre mieux pour partager toutes les informations, y compris les présentations et les liens. Et n'hésitez pas de rentrer en contact avec nous pour des questions relatives à ce séminaire ou bien relatives au programme Horizon Europe en général. Et merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre contribution. Merci à tout le Merci monde. tout le monde. Merci À la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Au Alors, revoir. moi j'ai partagé mon adresse mail et mon téléphone pour tous les chercheurs qui souhaitent me contacter surtout pour les deux appels à projets présentés. Je suis disponible pour les accompagner afin de bien préparer les propositions pour les deux appels à projets. Très bien, merci. Je pense que Simadi va partager la liste de présence avec les numéros de téléphone de chacun pour pouvoir se connecter par la suite. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. À Au revoir. bientôt. À bientôt.